Depuis le début de ce chapitre, lorsqu'on définit une application linéaire, on le fait de manière explicite, c'est-à-dire que lorsqu'on a x un vecteur de e, eh bien on connaît l'expression de phi de x. On va voir dans cette vidéo qu'il y a d'autres modes de définition d'une application linéaire. En fait, on va voir deux théorèmes. Donc dans toute cette vidéo, E et F vont désigner des cas-espaces vectoriels. Commençons par le premier théorème, caractérisation par les bases. Lisons ce théorème. Une application linéaire, elle est entièrement déterminée par l'image d'une base. Autrement dit, si la famille des EI ici est une base de E, alors si l'on se fixe un n-uplet de vecteurs de f, ici les yi, eh bien il existe une unique application linéaire phi de E dans f, telle que l'image de EI pour tout i, eh bien c'est yi. On peut donc définir phi de cette façon. Phi, c'est l'application qui va de E dans f, qui a E1 associe Y1, etc., etc., et qui a En associe Yn. Mon application est caractérisée uniquement par l'image d'une base de E. Ce théorème peut paraître surprenant comme ça de premier abord, puisque ici je ne connais pas phi de x pour tout x dans E, je connais l'image par phi seulement de certains vecteurs de E, les EI qui forment une base de E. Eh bien c'est justement parce que les EI forment une base de E que je vais pouvoir en fait, avec cette définition, exprimer phi de x pour tout x de E. En effet, pour tout x de E, je sais qu'il existe un unique n-uplet, ici les lambda i, tel que x s'écrit dans la base des EI comme lambda 1 E1 plus etc. plus lambda n E n. Et donc, par linéarité de phi, phi de x s'écrit comme lambda 1 phi de E1, etc. plus lambda n phi de En. Donc je comprends bien en écrivant cela que si je connais phi de E1, etc. jusque phi de En, si je connais l'image de tous les vecteurs de la base de E, eh bien en fait je suis en capacité de calculer phi de x pour tout x dans E. La remarque qu'on vient de faire permet de comprendre comment fonctionne la démonstration du théorème. Pour l'unicité, si on suppose qu'il existe deux applications linéaires phi et psi qui coïncident sur une base de E, c'est-à-dire si pour tout i, phi de EI égale psi de EI, eh bien en utilisant ce qu'on vient de dire ici, pour tout x dans E qui s'écrit comme la combinaison des EI lambda 1 E1 plus lambda n E n, j'ai phi de x qui est égal à ceci, mais comme phi de E1 égale psi de E1, etc., etc., c'est aussi égal à ceci. Et ça, c'est en fait psi de x. Donc j'ai pour tout x de E, phi de x égale psi de x, autrement dit, phi égale psi, et j'ai bien l'unicité de mon application. Exemple d'utilisation dans la pratique, si par exemple vous savez que pour tout i, phi de EI est nul, ça veut dire que l'application phi coïncide sur une base de E avec l'application nulle, autrement dit, ça suffit pour dire que phi, c'est l'application nulle. Deuxième exemple, si cette fois-ci pour tout i, phi de EI égale EI, alors dans ce cas-là, phi coïncide sur une base de E avec l'application identité, et donc vous en déduisez que phi, c'est l'application identité. Pour l'existence, montrons qu'on peut bien définir une application linéaire qui vérifie ceci pour tout i. En posant, d'après ce que j'ai écrit dans l'encadré, l'application qui à x associe lambda 1 y1 plus etc. plus lambda n yn, on va montrer qu'elle va convenir. Premièrement, elle est bien linéaire, puisqu'elle est linéaire en les lambda i. Et deuxièmement, je connais pour tout i les coordonnées de EI dans la base E, c'est tout simplement que des zéros et un 1 en ième position. Par linéarité de phi, je me retrouve avec phi de EI qui est égal à ceci, donc il y a un 1 uniquement devant yi, ça me donne donc bien yi, j'ai exactement ce que je voulais. On va passer au deuxième théorème de cette vidéo, qui nous donne une autre façon de définir une application linéaire, mais avant ça, un tout petit rappel sur ce qu'on appelle la restriction d'une application. Si f, c'est une application de E dans f et que A est une partie de l'ensemble de départ, E, ce qu'on appelle la restriction de f à A et qu'on note de cette manière-là, c'est l'application qui va de A dans f, et qui à x associe f de x. Donc pourquoi restriction? Parce qu'on a restreint l'ensemble de départ à grand A. Passons au théorème de caractérisation par la restriction à deux sous-espaces supplémentaires. Soit E1 et E2, deux sous-espaces vectoriels de E supplémentaires, c'est-à-dire tels que E, c'est la somme directe de E1 et de E2. Si phi1 qui va de E1 dans F et phi2 qui va de E2 dans F sont deux applications linéaires, eh bien en fait il existe une unique application linéaire phi de E dans F qui coïncide avec phi1 sur E1 et avec phi2 sur E2. C'est-à-dire telle que la restriction de phi à E1, eh bien c'est phi1, et la restriction de phi à E2, eh bien c'est phi2. On peut donc, en fait, pour définir une application linéaire, la définir séparément sur E1 et sur E2. Pour comprendre pourquoi ce théorème est vrai, commençons par une première remarque. Soit phi une application linéaire de E dans F telle que sa restriction à E1 c'est phi1 et sa restriction à E2 c'est phi2. Eh bien en fait, le fait de connaître phi sur E1 et sur E2 nous permet de connaître phi partout. Pourquoi?
Parce que pour tout x dans E, comme E1 et E2 sont supplémentaires dans E, eh bien il existe x1 dans E1 et x2 dans E2, d'ailleurs ils sont uniques, tels que x égale x1 plus x2. Par linéarité de phi de x c'est phi de x1 plus phi de x2, mais comme x1 est dans E1, eh bien phi de x1 c'est tout simplement phi 1 de x1, et je le connais, et comme x2 est dans E2, phi de x2 c'est phi 2 de x2, je le connais également. Donc je connais en fait finalement l'image de x pour tout x dans E. Au passage, ceci prouve aussi l'unicité, puisque si vous avez une autre application psi qui coïncide sur E1 et sur E2 avec l'application psi, c'est-à-dire telle que psi restreint à E1 égale phi 1 et psi restreint à E2 égale phi 2, et bien en fait ici j'ai psi de x1 plus psi de x2, c'est-à-dire en fait psi de x. Et en fait je prouve avec ceci que phi est égal à psi. La remarque qu'on vient de faire nous permet aussi de comprendre comment on va prouver l'existence. On a dit que pour tout x dans E, il existait x1, x2 dans E1 et E2, tel que x égale x1 plus x2. En plus, cette décomposition, elle est unique, ça va avoir ici son importance. On va poser l'application phi, qui à x associe phi 1 de x1, x1 ici est dans E1, donc je peux calculer phi 1 de x1, plus phi 2 de x2, pareil, x2 est dans E2. Premièrement, cette application phi, elle est bien définie, tout simplement parce que la décomposition de x comme x1 plus x2, elle est unique, donc il n'y a pas de problème de définition de phi ici. Deuxièmement, phi, elle est bien linéaire, alors une simple vérification permet de s'en rendre compte. Troisièmement, si x est dans E1, eh bien je peux écrire x comme x plus 0 avec ici un élément de E1 et ici un élément de E2. Donc par définition de phi de x c'est égal à phi 1 de x plus phi 2 de 0. Autrement dit, c'est phi 1 de x. Et autrement dit, la restriction de phi à E1, c'est bien phi 1. De la même manière, si x appartient à E2, eh bien phi de x, ça va être égal à phi 2 de x, et donc la restriction de phi à E2, c'est bien égal à phi 2. Et j'ai prouvé ce qu'il fallait. Regardons un exemple d'utilisation de ce théorème assez visuel, c'est-à-dire on va se placer dans R3 et écrire R3 comme la somme directe d'un plan vectoriel P ici et d'une droite vectorielle D. Eh bien, ce que dit le théorème, c'est que je peux construire un endomorphisme de R3 en choisissant de manière indépendante son action sur le plan vectoriel et son action sur la droite. Par exemple, ici, je peux considérer que phi restreint à P, eh bien, c'est la rotation d'angle pi sur 3, qui est bien une application linéaire, mais on y reviendra, qui a un vecteur ici du plan associe bien le vecteur qui est obtenu par rotation d'angle pi sur 3. Et que phi restreinte à D, eh bien c'est l'homothétie de rapport 2, c'est-à-dire l'application qui à x associe 2x. Donc qui envoie ce vecteur par exemple de la droite sur le vecteur qui est obtenu en le multipliant par 2. Le théorème nous dit donc qu'en faisant ça, eh bien, on définit bien une application linéaire qui va agir sur tout R3 et qui est unique. Il est intéressant ici de comprendre comment agit phi sur R3 tout entier. En fait, ce qui va se passer, c'est que phi va faire pivoter l'espace d'un angle pi sur 3 autour de la droite D et parallèlement au plan P, et en même temps, elle va étirer l'espace d'un facteur 2 dans la direction de D. Pour visualiser cela, on a appliqué phi à un objet 3D, ici cette théière. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les points de la théière et on leur a appliqué phi, et ce qu'on obtient, c'est la théière de droite, là, qui est complètement déformée. Cette théière, elle a été à la fois pivotée d'un angle pi sur 3, eh bien, par rapport à la droite D, et parallèlement à P, on voit bien que le bec, il se retrouve pivoté par rapport au bec initial, et ensuite, elle a été étirée d'un facteur 2. La morale de cette vidéo, on peut la résumer à deux principes. Le premier, c'est que si deux applications linéaires sont égales pour x appartenant à quelque chose qui engendre E, donc une base ou alors des sous-espaces supplémentaires, eh bien on va en déduire qu'en fait ces applications linéaires sont égales partout. Le deuxième principe, c'est qu'on peut utiliser cette idée pour définir une application linéaire en ne la définissant que sur quelque chose qui engendre E. Par exemple, on peut définir une application linéaire en ne la définissant que sur une base de E, c'est-à-dire ici en choisissant ce qu'on veut comme image des vecteurs d'une base de E, n'importe quel vecteur. Ou alors en ne la définissant que sur des sous-espaces supplémentaires, en choisissant ici pareil ce qu'on veut comme application linéaire.